Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Béthou. Quelques mois après la présidentielle, après votre échec du premier tour, il faut le dire comme ça, puisque vous n'avez pas atteint les 5%, qui sont quand même une barre que vous visiez, le paysage est en train de largement se redessiner dans les droites et celles que vous représentez également. Vous êtes député non inscrit aujourd'hui. Vous essayez de rassembler des gens autour de vous ? Vous savez, je n'ai pas le sentiment d'avoir échoué avec près de 2 millions d'électeurs, même si j'aurais aimé faire plus de 5. J'étais juste en dessous. Ne serait-ce que financièrement, ça n'est pas une réussite en tout cas. Oh, vous savez, moi je suis économe et les militants ont contribué, il n'y a pas eu de déficit. Et vous savez, face à la telle injustice de moyens médiatiques et financiers, et face au vote utile, ce n'était pas si mal déjà d'atteindre ce score, même si ce n'est pas assez bien sûr. Non, moi l'enjeu, il est très simple. Est-ce qu'on laisse Macron détruire la France ou Mélenchon être la seule alternative ? Macron détruit la France ? Oui, c'est le liquidateur. C'est-à-dire ? C'est le liquidateur, c'est-à-dire c'est celui qui est envoyé par Bruxelles pour fermer la boutique. Exemple, concrètement parce C'est très simple. Notre industrie bradée à l'étranger, il avait commencé comme ministre de l'économie, les frontières toujours ouvertes, on ne parle pas de sécurité, on ne parle pas d'immigration. En un mot, un pays qui n'est plus un pays libre. C'est l'homme qui est là pour mettre en place la politique de Bruxelles. Et c'est terrible parce que cela fracture un peu plus le pays. On le voit avec le projet de budget insensé, qui est non seulement injuste, mais en plus sera inefficace. Donc, d'un côté, on a Macron, et puis il y a l'opposant officiel, c'est Mélenchon. Et le seul constat que je fais aujourd'hui, c'est que s'il n'y a pas l'union de la droite, des Républicains au Front National, en passant par Debout la France, eh bien, nous serons spectateurs de ce duel. On va revenir à l'union possible ou pas de la France. La France n'est plus un pays libre, dites-vous ? Non, c'est-à-dire bien évidemment. C'est un pays qui prend ses ordres plus que jamais auprès d'autorités illégitimes. Et ce qui est dramatique... Vous pouvez me donner un exemple concret, parce que j'ai du mal un exemple à concret, comprendre... Regardez sur l'immigration. De quel pays prend-il ses ordres sur l'immigration ? De Bruxelles, c'est-à-dire de cette idée que tout est ouvert. D'ailleurs, c'était très intéressant. Il dit dans son intervention dimanche soir que, par exemple, il veut reconduire dans le pays d'origine tout immigré en situation illégale qui est pris pour avoir commis un forfait ou un délit. D'abord, il devrait vouloir expulser tout étranger clandestin, pas seulement qui commet des délits. Mais déjà, le problème de fond, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Il y a des frontières avec les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Tout le monde sait que la frontière entre l'Union européenne et les autres n'existe pas, n'est pas contrôlée vraiment. Et tout le monde sait qu'il n'y a pas de frontière entre les pays de l'Union européenne. Il n'y a pas de frontière à l'Est. Les pays de l'Est, par exemple la Hongrie, la Pologne, tous ces pays qui ont dit on referme des frontières, il n'y a pas de frontières. Elles ne sont pas efficaces, tout le monde le sait. D'ailleurs, même les ministres le reconnaissent. Vous savez qu'il n'y a toujours pas de contrôle réel, complet, de la frontière de l'Union européenne. Mais ce n'est pas la faute de Macron, mais Macron n'en tire pas les conséquences. Tant qu'on ne rétablira pas les frontières nationales, tous ces discours seront vains. Mais je ne parle pas simplement de cela. Je parle aussi de l'aspect économique des choses. Alors justement, sur le budget, vous dites ce budget qui en tout cas, attire vos critiques. Sur la suppression de l'ISF, le raisonnement d'Emmanuel Macron, c'est plus on arrête de taxer l'épargne, plus cette épargne s'investira dans l'entreprise, l'industrie française et permettra de la sauver. C'est assez contradictoire avec ce que vous dites, vous, de ce grand liquidateur de l'industrie française. C'est complètement faux ce qu'il dit. Moi, j'avais fait une proposition pendant la présidentielle qui était, je crois, bien meilleure, qui était dans l'esprit de ce qu'il dit, mais pas de ce qu'il fait. Zéro ISF quand les fonds se réinvestissent dans des entreprises qui produisent en France, majoritairement. Ça veut dire que là, on fléchait. Oui, aux baisses d'impôts pour ceux qui investissent, mais pas aux baisses d'impôts générales, sur d'ailleurs les plus riches des plus riches. Ce qui ne va pas dans le système Macron, c'est qu'il ne demande aucune contrepartie. Moi, je ne suis pas hostile à un zéro ISF. Il y avait un mécanisme qui existait, qui était une exonération de 50%. J'étais pour la passer à 100%. Pour des investissements. C'est-à-dire zéro ISF. Et donc oui, mais vous devez pour des contrôler investissements dans conditionnés. Quelle entreprise oui, les gens conditionnés. Ça l'argent, oui, à des baisses d'impôts ciblées, mais à condition que l'argent s'investisse en France. J'avais proposé, par exemple, les entreprises étrangères qui investissent en France et qui créent des emplois en France ne vous intéressent pas ? Si. J'ai parlé de localisation. Si. J'ai parlé de localisation. Tout mon programme économique. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour distinguer vous investissez dans une banque étrangère qui a des guichets en France La production, pas les banques, la production. Donc l'investissement dans les banques, selon vous, ne doit pas être détaxé de l'ISF ? Non.
Non, parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est de relocaliser les millions d'emplois qu'on a perdus. Et c'est ce qu'a fait l'Allemagne, c'est ce qu'a fait les services aussi, les centres d'appel. J'ai pas envie qu'on exonère d'ISF des gens qui vont financer des centres d'appel délocalisés au Maroc ou ailleurs, ou à l'île Maurice. C'est un peu compliqué, votre affaire. C'est très simple. Est-ce que c'est pas une grande machine dont rêve au fond Bercy, c'est-à-dire du contrôle fiscal à tous les étages? C'est ce qu'ils font les États-Unis. Vous savez, j'avais copié... Il n'y a pas d'ISF aux États-Unis. Non, mais l'impôt sur le revenu et les sociétés. J'avais proposé que l'impôt sur les sociétés soit baissé quand la société réinvestit en France. Tant qu'on ne réglera pas le problème de l'emploi et de la relocalisation, on n'y arrivera pas. Ce que je reproche à Emmanuel Macron, c'est de faire des cadeaux à ceux qui l'ont financé, c'est-à-dire de récompenser une oligarchie qui n'investit pas dans le pays. Et ce que je voudrais... De quel moment pouvez-vous les accuser de ne pas investir dans le pays? Je ne comprends pas comment est-ce que vous passez du fait que les gens sont riches et au fait qu'ils n'investissent pas dans le pays. Parce que c'est un cadeau à 4,5 milliards sans aucune contrepartie évidente. Et pourquoi en déduisez-vous qu'ils n'investiront pas dans le pays? C'est ma parce question. Qu'ils peuvent investir où ils veulent. Oui, mais pourquoi pas en France? Et je pense qu'il doit y avoir un mécanisme incitatif. De contrôle, en tout cas. Pas de contrôle incitatif. Et de contrôle ensuite. Mais non, incitatif. Vous investissez dans une entreprise française, mais ça marchait. L'exonération d'ISF pour l'investissement dans les PME a très bien marché. Ce n'était pas lié à la nationalité de l'entreprise? Non, c'est l'investissement en France. En France, dans une entreprise qui peut très bien se développer. Eh bien, je mets une condition supplémentaire qui se développe en France. Tant qu'on ne comprendra pas, oui aux baisses d'impôts, oui aux incitations fiscales. D'ailleurs, je remarque que M. Macron va augmenter l'impôt sur les entreprises, puisque le CICE va être réduit. C'est absurde. Et d'ailleurs, je remarque que M. en baisse de charge. Oui, mais ça veut dire une augmentation des charges pour les PME françaises. Donc, c'est complètement absurde. Ce que je veux expliquer, c'est que M. Macron mène une politique à la fois injuste et inefficace. Je pense qu'on pourrait cibler ces baisses d'impôts de manière à renforcer le tissu productif français. C'est la seule manière de créer de l'emploi. Le paysage politique se restructure, en tout cas bouge. Oui. La défaite de Marine Le Pen, le départ de Florent Philippot. Avec lesquels de tout cela parlez-vous? À tout le monde. Tout le monde. Parce que je considère, je vous l'ai dit au début, que si la droite reste fragmentée, que si Marine Le Pen recommence dans son couloir, que si M. Philippot fait son parti, que si M. Wauquiez ne veut pas parler à Mme Le Pen, que si moi, par exemple, j'avais la folie de vouloir recommencer la même chose, eh bien, nous laisserions M. Mélenchon être l'opposant officiel. Ce serait une folie de recommencer la même chose, c'est-à-dire ce serait une folie d'y aller seul à nouveau? Je pense qu'on doit tirer les leçons de la recomposition politique qu'a faite Macron. Macron a un mérite, c'est qu'il a mis dans le même gouvernement des leaders politiques qui gouvernaient séparément à tour de rôle pour mener la même politique. C'est un instant de vérité. Est-ce que ça veut dire que vous devez vous allier, c'est bien ça, vous devez vous allier avec... Je veux une grande alliance, une grande coalition, comme en Italie, ce qui est en train de se préparer, comme ce qui va se préparer en Autriche. Je veux une grande coalition qui aille des Républicains au Front National, mais sur un programme différent. Je pense que chacun doit faire un pas. Les Républicains doivent ne plus obéir à Bruxelles, et le Front National doit avoir un programme plus modéré sur certains points. Les Républicains doivent abandonner l'euro, comme vous souhaitez que l'euro soit abandonné? Non, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur un programme de rénovation monétaire, c'est-à-dire une autre vision. Les Français ne veulent pas abandonner l'euro, il faut en prendre acte. Mais vous le vouliez? Oui, mais j'avais évolué déjà pendant la présidentielle. Et donc vous abandonnez l'euro? On en discutera. Je pense qu'on doit évoluer et qu'il y a une marge de manœuvre monétaire à explorer avec nos partenaires. C'est comme le fait d'être, comme disent les Britanniques, être enceinte. On n'est pas à moitié enceinte. Et donc on est avec l'euro ou on est sans l'euro? Il y a une marge de manœuvre, notamment de création monétaire au service de l'industrie, au service des implantations, un nouveau système de libre-échange. Il y a des investissements scientifiques à faire. Je l'ai toujours dit d'ailleurs pendant la campagne présidentielle, on peut construire l'Europe autrement. Il ne s'agit pas de quitter l'Europe ou il ne s'agit pas de subir l'Europe. Dans une alliance, on a un compromis à faire. Et je pense que dans tous les pays, il y a des compromis. Dans une alliance entre forces politiques qui sont conduites par les gens que vous citez, Marine Le Pen, Florent Philippot s'il fait son parti et Laurent Wauquiez s'il gagne la présidence du sien, il y a forcément un choix à faire pour avoir un leader et un seul. Est-ce que vous acceptez de vous ranger derrière plus puissant que vous? La question de leader n'est pas d'actualité. Si on part par les leaders, on n'arrivera à rien. Mais à la fin de l'histoire... Oui, sauf qu'à la fin de l'histoire, personne, un an avant l'élection présidentielle de 2017, aurait misé, si je peux finir ma phrase, un copec sur M. Macron. Ça veut bien dire que parler des leaders n'a aucun sens. Lorsque vous dites je ne veux pas recommencer ce qui a été fait, est-ce que ça veut dire que vous acceptez l'idée que
pour faire gagner vos idées, vous devez vous ranger derrière quelqu'un qui porterait vos idées et d'autres. Ce n'est pas la question de ranger, personne ne sait qui sera candidat, moi non plus. Ce que je veux dire, c'est que si les Républicains, le Front National, Debout la France, ne travaillent pas ensemble, ils auront un duel Macron-Mélenchon avec un dilemme terrible pour les Français. Je ne veux pas de Macron, je ne veux pas non plus de Mélenchon. Et je pense qu'il y a un devoir d'union parce que nos électeurs sont les mêmes. Union de la droite. Merci. Union de la droite. Nicolas Dupont-Aignan.